Il est 10h03. Martin, je te propose qu'on commence. Je vais déjà activer mon micro. Allez. Parfait, allons-y. Écoutez, encore une fois, merci à tous d'être aussi nombreux. On sent que la migration vers Google Analytics 4 est toujours un sujet chez vous. Mon but aujourd'hui, c'est de vous vulgariser cette migration, de faire en sorte qu'en fait, vous ayez les étapes clés à franchir pour bien migrer. Voilà le plan sur lequel on va se baser. Donc au programme, je vais faire un rappel un peu du contexte qui entoure en fait cette migration Google Analytics 4. Donc on passe d'Universal à Google Analytics 4 qui est le nouvel outil. Un contexte assez chargé avec de la CNIL, le respect du RGPD. Je vais vous présenter pourquoi GA4 est différent et les choses à prévoir, notamment l'historisation de vos données Universal Analytics. Et puis ensuite, on ira dans le concret. Les étapes de migration, selon nous, on va se baser sur l'outil Google Tag Manager et sur une version de flux. Donc, on y reviendra sur site web. Donc, on ne va pas traiter les applications aujourd'hui. GTM étant la best practice du marché maintenant qu'il y a la demande de consentement des cookies et qu'on doit d'abord avoir le consentement avant de déclarer, il me semblait induit de vous montrer cet exemple via Google Tag Manager. Et ensuite, puisque c'est une grosse puissance de la part de l'outil GA4, c'est la personnalisation. Donc, comment on fait du bon paramétrage dans Google Analytics 4 pour faire en sorte que vous retrouviez toutes vos données et que vos statistiques soient personnalisées et que vous puissiez réellement aborder sereinement l'étude du comportement de vos utilisateurs. Donc, ne pouvant pas vous poser la question, est-ce que ça vous va? J'en déduis que oui. Et puis, petite page de réclame rapide. Donc, moi, je suis Martin Champetier, fondateur de Digitalise. Digitalise intègre WAM, donc l'agence WAM, en novembre dernier. Donc, on a un an commun. J'ai travaillé essentiellement durant 7 ans sur ces problématiques d'analytics. Et on rejoint un groupe du coup qui a été créé en 2008 sur la thématique du SEO et qui s'est diversifié à la fois sur le référencement naturel, la création de contenu, les relations presse. Et donc du coup, on devient petit à petit une agence qui permet du coup de dynamiser vos sites internet. Donc là-dessus, n'hésitez pas si vous avez des besoins sur ces différentes sections à nous contacter. Donc, on revient, voilà, j'espère que c'était suffisamment rapide et clair. On arrive à notre sujet et on commence par le contexte. Donc, vous verrez en 3 parties. On va commencer par la CNIL et GA. Alors, j'ai remis quelques dates importantes. Grosso modo, on va balayer ça parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur nos articles, mais pourquoi on est amené à migrer? En fait, il y a eu la déclaration du RGPD donc qui protège les utilisateurs européens dans la collecte de données. Avant, c'était un peu, dès qu'un utilisateur arrivait sur le site, on pouvait collecter des informations et les envoyer à vos différents tags que peuvent être le pixel Facebook, Google Ads, Google Analytics. En arrivant et en débarquant en France et dans toute l'Europe, le RGPD a un peu contextualisé ça. C'est-à-dire que maintenant, on doit demander le consentement des utilisateurs avant de collecter et ça s'applique aussi aux mesures, aux outils de mesure d'audience, dont Google Analytics fait partie. Donc, il y a cette première problématique qui est globale de se dire, en fait, on a besoin du consentement pour justement commencer à collecter. Ça, c'était une première chose. Et ensuite, il y a le RGPD qui a déclaré aussi que Google Analytics étant une solution américaine, c'était plus compliqué pour elle de l'autoriser sur les différents sites français. En gros, je vous explique rapidement, on a un problème avec le transfert de données vers les États-Unis et le transfert de données personnelles. Or, Google Analytics, pour fonctionner, a besoin de ce qu'on appelle d'un ID de session qui est considéré comme une donnée personnelle. Et donc, du coup, à partir du moment où on la collecte et qu'elle peut être consultée aux États-Unis, ça pose un problème. Je vous grossis un peu le problème. Et donc, du coup, c'est pour ça que la CNIL a déclaré Google Analytics sans faire de distinction dans ces textes entre Universal Analytics et Google Analytics 4 dont on va parler aujourd'hui, pour l'instant, est du coup considéré comme illégal sur la pose
sur la mesure d'audience. Donc, ça a fait grand bruit. Globalement, vous, on n'a pas vu tous les profils, mais si vous êtes responsable e-commerce ou même responsable du site Internet, vous avez été confronté au fait de Google Analytics est illégal. Il faut que je me mette en conformité RGPD. Quelles sont les solutions que j'ai à disposition? On en a vu beaucoup, Matomo notamment, qui est un outil qui reprend un peu les codes d'Universal Analytics sur une version payante qui permet du coup de retrouver ses petits. On a Piano Analytics qui est sur un autre budget. Et puis, beaucoup d'entre vous ont quand même décidé de rester dans la suite Google et donc du coup de migrer d'Universal Analytics à GA4 parce que plein de problématiques différentes, du budget, un besoin d'analyse, des repères que vous avez déjà là-dessus. Et donc, du coup, en attente aussi un peu de la partie de Google de justement mettre aux normes son outil pour que vous puissiez continuer à l'exploiter. Donc, voilà pour le rappel, mais globalement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est quand même bien de vous rapprocher de votre DPO si vous en avez un dans votre entreprise pour évaluer les risques de poser Google Analytics, sachant que pour l'instant, encore une fois, dans le texte de la CNIL, il n'y a pas de distinction. On parle de Google Analytics de manière générale, mais pas de Google Analytics 4. Pourquoi GA4 est le futur de l'analytics? Globalement, ça a cette problématique de RGPD a accéléré chez Google le mouvement de sortir leur solution de la collecte via cookies. Vous entendez beaucoup dans l'environnement tout ce qui est cookieless. C'est justement de supprimer les cookies qui sont un peu en ce moment targetés pour justement être supprimés. Et donc, du coup, la solution GA4, c'est la solution du futur pour Google Analytics de sortir en fait de cette technologie des cookies. Ce qui est très différent aussi dans GA4 et ce qui, du coup, amène à cette migration, c'est qu'ils ont tout lissé sur un seul et même niveau. C'est-à-dire qu'on collecte que de la donnée via événements, là où dans Universal Analytics, on pouvait avoir des pages vues, on pouvait avoir des événements, on avait différents scopes, ce qui permettait pas en fait de mixer dans nos analyses le comportement des différents utilisateurs et de pouvoir croiser ces différentes données entre elles. Donc, c'est un gros plus pour GA4 et c'est très user-centric avec la possibilité de centraliser les applications et le site Internet. Donc, c'est vraiment une plateforme qui va venir centraliser en fait l'ensemble de vos outils pour que vous puissiez avoir une vue utilisateur au sein de votre environnement technique. Et puis, en plus, Google y a incorporé beaucoup d'IA, ce qui permet en fait d'avoir des insights très rapidement. Donc ça, c'est pour la présentation de GA4. J'ai oublié de rappeler, et c'est une question qui pourrait vous être posée dans le quiz, par exemple, que le 1er juillet 2023, Universal Analytics s'arrête. Donc, on n'est pas sur une migration qu'il faut prendre à la légère. Vraiment, le 1er juillet 2023, encore une fois, toutes les courbes Universal Analytics que vous avez l'habitude de consulter vont tomber à zéro. Et l'une des grosses problématiques qui peut y avoir aussi là-dessus, c'est que pour l'instant, Google, dans sa communication, ne garantit que 6 mois d'historique. Donc, ça veut dire que quand on se situera au 1er juillet 2023, Google dit que globalement, on pourra regarder dans le rétro Universal Analytics que jusqu'au début d'année. Et ça pose un gros problème pour pas mal d'entre vous, c'est comment historiser votre data Universal Analytics. Pour ça, alors du coup, je vais vous montrer globalement quelles sont les options que vous avez à disposition. Quand on se balade sur la plateforme Universal Analytics et qu'on regarde, donc là, je suis sur le site de l'agence WAM, globalement, quand on veut historiser, là, par exemple, sur le mois de décembre à hier, quand on veut historiser les rapports, on a des possibilités directement proposées sur les rapports. Donc là, il va falloir que vous vous posiez la question en groupe de comment, avant de migrer, j'historise l'ensemble de mes datas et de quoi j'ai besoin. Attention, visez pas trop fin parce que ça va être compliqué de pouvoir tout storer. Il faut que vous ayez en fait la discussion de quels sont les indicateurs qu'on a envie de conserver et sous quel format. Au sein de la plateforme Universal Analytics, vous avez déjà quelques possibilités. Vous avez le PDF. Alors, le PDF, ça va être une image très statique
qui va vous permettre en fait de consulter la donnée à un instant T. Et à partir du moment où elle sera, vous n'aurez plus accès à l'historique, ça sera terminé. Vous ne pourrez plus jouer avec. C'est-à-dire que si le niveau de finesse n'est pas bon, si vous êtes trop global ou au contraire trop fin, du coup, ça aura des répercussions sur votre manière de traiter l'information. Vous avez aussi tout ce qui est Google Sheets, CSV et Excel qui vous permettent en fait d'exporter directement les différents tableaux. N'oubliez pas quand vous faites ce genre de manœuvre de bien prendre en compte toutes les lignes. Bon, là, on est sur 10, mais quand vous êtes sur des rapports de pages où vous avez des centaines de pages différentes, veillez bien à régler cet export-là. Et je dirais que moi, il y a encore 2 options à vous présenter. J'en ai une qui est, là, je vous le présente, qui est en fait une extension dans Google Ads, dans Google Sheet, qui s'appelle Google Analytics, que vous pouvez télécharger en fait directement depuis les modules complémentaires. Télécharger des modules complémentaires et vous tapez Google Analytics. Et je dois avouer que pour moi, c'est la meilleure option sans en faire tout un chantier où vous pourriez passer par des API, mais j'y reviendrai après. Google Analytics, donc vous voyez là, moi j'ai téléchargé la petite application Google Analytics, Create a new report, pour l'accent. Et là, en fait, vous avez la possibilité du coup de faire un nouveau rapport avec l'agence WAM qui est mon compte, la propriété agence WAM et la vue du trafic qualifié. Et en fait, c'est ici que vous allez venir chercher vos métriques et vos dimensions pour pouvoir faire le téléchargement. Donc, si par exemple, je mets unique page vue et que je le veux par toutes les différentes pages, bon là, c'est un rapport assez light, je vais créer le rapport, il va venir se rajouter ici, je vais pouvoir faire en sorte que le report se télécharge. Et vous allez pouvoir avoir cette information qui va être stockée. Et du coup, vous avez le webinar ici, toutes les différentes pages. Donc là, vous avez ma homepage et toutes les consultations en fonction de la date. Ça, c'est génial parce que derrière, après, vous avez le connecteur Google Sheet que vous pouvez utiliser avec Data Studio, ce qui vous permettra du coup de retrouver un peu de flexibilité. Vous storez votre data sur le Google Sheet et derrière, après, vous pouvez en faire quelque chose avec les connecteurs de Looker ou anciennement Data Studio pour avoir quelque chose de plus graphique. Voilà, ça serait vraiment ma recommandation de, encore une fois, faire en sorte d'avoir la réflexion de manière commune et de se dire quel est le niveau d'information dont j'ai besoin pour pouvoir a posteriori savoir mes performances d'une année sur l'autre. La meilleure chose, et on l'avait déjà dit avec Elder il y a 6 mois, ça aurait été de mettre en place Google Analytics 4 dès juillet 2022 pour pouvoir avoir 1 an d'historique et pour pouvoir avoir dans vos rapports directement GA4, pouvoir faire le comparatif à N-1. Je rajoute une petite option sur laquelle je ne vais pas m'épancher, c'est du coup BigQuery et tout ce qui est Data Warehouse. Alors là, c'est un projet différent, c'est d'extirper en fait toute la donnée via API de Universal Analytics et aller la stocker dans des rapports ou dans soit dans BigQuery, soit dans des data warehouse que vous auriez créés vous-même. Ça permettrait d'avoir toute la donnée, mais encore une fois, c'est peut-être un projet trop colossal pour certains d'entre vous. Donc, encore une fois, le add-on, donc l'extension, moi, Google Analytics me paraît être la chose la plus simple à mettre en place. Voilà, c'était important pour moi de pouvoir vous répéter ces choses-là parce que c'est vraiment à prévoir. Et puis après, vous avez évidemment la courbe qui est importante, la courbe d'apprentissage. C'est de collecter l'historique, on vient d'en parler, mais c'est aussi de se familiariser avec les nouveaux rapports. Pour ceux qui ne sont pas encore allés voir, ce n'est pas Universal Analytics. On est vraiment sur un module qui a vraiment changé. Et prévenir les effets de bord, c'est-à-dire que si vous avez des tableaux de bord ou des dashboards qui sont connectés sur Universal Analytics, il va falloir les modifier. Et comme je l'ai rappelé, comme le modèle de collecte est différent entre Universal Analytics et Google Analytics 4, du coup, vous allez devoir changer l'ensemble de vos rapports. Donc, prenez bien ça en compte dans les 6 mois qui vous restent pour la migration. C'est très important d'avoir, 1, l'historisation, 2, de vous familiariser pour faire les mêmes degrés d'analyse sur GA4 et 3, tous vos tableaux de bord, les mettre à jour.
Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long sur ce récap. Maintenant, on passe du coup à la partie qui vous intéresse, c'est comment migrer sur GA4. Et là, on va alterner également la présentation et je vais aller directement aussi dans les rapports pour pouvoir vous montrer de manière un peu plus concrète ce que ça donne. Martin, est-ce qu'on ne ferait pas une petite question avant ça? Ouais, je t'en prie. Pour voir si vous avez suivi. Alors, vous avez un petit onglet avec le chat, un onglet sondage. Donc, je vais ouvrir les votes pour la première question, qui est quelle est la date de fin d'Universal Analytics? Hop, les votes sont ouverts. Martin l'a dit. Donc, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bien ouvert en chat? Répondez en sondage et pas en chat, s'il vous plaît. Comme ça sera beaucoup plus simple. Quels sont les... Oui, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. En attendant, je présente les prochaines étapes de Carrément, vas-y, je t'en prie. Le temps que les gens répondent. Pour moi, en fait, il y a vraiment trois étapes, à respecter dans votre migration. Il y a le côté urgent de commencer à collecter de la donnée. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai appelé l'essentiel. On va voir comment s'y prendre avec le config tag dans Google Tag Manager. La deuxième chose, c'est le plan de tagage. C'est comment je fais remonter de la donnée personnalisée et je sors des rapports par défaut qui me sont proposés par GA4. Et ensuite, c'est comment je personnalise GA4 pour pouvoir faire en sorte que toutes mes données remontent et m'aident à faire des bonnes analyses. Je ne sais pas si on a des résultats du coup sur le sondage avant que je me lance. Ah, on t'entend plus, Elder. Oui, pardon, je disais qu'il n'y a que des très bons élèves puisque tout le monde a compris que c'était au 1er juillet. Ok. De toute façon, globalement, vous le voyez un peu en vous connectant sur vos plateformes. La date est bien martelée par Google. Encore une fois, il s'agit d'une rupture et pas d'une continuité. Donc, faites attention, effectivement, au 1er juillet 2023, on n'aura plus de data. Donc, l'essentiel, ça se compose pour moi, il y a deux parties et il y a une troisième qui est le e-commerce pour tous les e-commerçants qui nous regardent, qui est une thématique centrale, évidemment, puisque c'est la macro-conversion qu'on va essayer de mesurer dans Google Analytics. Là, je vais vous guider sur les premières étapes qui sont importantes à respecter pour créer votre bon environnement Google Analytics 4. L'essentiel dans GA, vous avez en fait, et on va le faire ensemble la possibilité de créer une propriété GA4 dans votre compte Google Analytics. Vous allez devoir créer un flux et ce flux, vous allez devoir le paramétrer pour pouvoir récupérer l'ID de mesure qui va être mis en place dans GA4, dans Google Tag Manager, pardon. Ces paramètres de flux, c'est des paramétrages qui vont être très importants et qui vont du coup demander à la technologie GA4 de se comporter en fonction de vos problématiques. Je vous propose qu'on aille directement dans le concret. Là, je suis du coup sur ma propriété, donc le compte Agence WAM, et je décide du coup de créer une nouvelle propriété pour mon site, l'Agence WAM. Là, je vais le nommer webinaire, comme ça, on va rester ensemble du 19/01. Voilà, vous avez les premières informations à renseigner, dans quel pays le site se situe et la devise pour, encore une fois, tous les e-commerçants. Sachez que désormais, et depuis, je dirais, le milieu de l'année 2022, à chaque fois que vous créez une nouvelle propriété, elle est automatiquement générée en format GA4. Il faudrait que vous alliez dans Options avancées pour créer une propriété Universal Analytics. Mais comme maintenant, on le sait, ça ne sert à rien pour 6 mois de se créer une nouvelle propriété Universal Analytics. Et là, vous avez la possibilité de renseigner des informations en fonction de votre secteur. Moi, généralement, je les passe, mais ça permet du coup à Google aussi de collecter un peu plus d'informations et de savoir quelles sont les stats et les volumétries en fonction des secteurs. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va se paramétrer sur le paramétrage d'un flux de données qui est web. Donc, pour un site Internet comme l'agence WAM, ça va être du coup, évidemment, du web. Vous cliquez sur Web et là, on vous demande du coup de remonter le site Internet sur lequel vous allez vouloir faire remonter l'information et noter son flux qu'on va appeler encore une fois webinaire. Et on crée le flux, on reviendra sur cette partie mesure améliorée juste après. Vous créez votre flux et voici les instructions liées à la balise.
là, vous avez un peu de paramétrage à faire qui est, à mon sens, important. La première chose, c'est les mesures améliorées. Dans la partie automatisée de Google Analytics 4, vous avez la possibilité de collecter de manière automatique un certain nombre d'informations. Je vous les présente. Vous avez la page vue. À partir du moment où vous allez mettre en place ce flux dans Google Tag Manager, Google Analytics de manière complètement automatique, sans que vous ayez à reparamétrer quoi que ce soit, va collecter l'ensemble des pages vues pour vous. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à mettre un tag particulier là-dessus. Mais vous en avez plein d'autres. Défilement, donc on appelle plus communément le scroll, et les clics sortants, à chaque fois qu'un utilisateur clique sur une URL qui n'est pas dans votre domaine. La recherche sur site, attention, toutes les recherches sur site ne vont pas être traquées. Donc ça, à partir du moment où vous avez configuré ce flux-là, vérifiez au bout de 2-3 jours de collecte si en fait la recherche de site fonctionne pour votre site. Je fais la distinction, il y a des moteurs de recherche classiques et il y a les moteurs de recommandation que vous pouvez utiliser avec d'autres prestataires. Généralement, la recherche sur site, elle fonctionne de manière automatique sur le premier cas et un peu moins sur le deuxième. Les interactions avec des formulaires, donc dès que Google arrive à comprendre qu'on est sur un formulaire, il y a certaines informations qui remontent, l'engagement avec les vidéos et les téléchargements de fichiers. Donc ça, c'est globalement, si vous laissez toutes ces cases cochées, à partir du moment où vous allez mettre votre config tag en place sur toutes les pages du site, vous allez collecter ces informations. Je m'arrête rapidement sur le scroll. Pour ceux qui ont énormément de contenu avec beaucoup de défilements possibles, je vous conseille de tester le défilement. Si vous avez trop d'événements et que vous voyez que ça sature un peu vos rapports, surtout n'hésitez pas à l'enlever. Quand vous reviendrez dans la configuration, vous aurez juste à décocher et ça permettra en fait d'alléger les rapports d'événements. Donc là, j'enregistre, je suis assez content de ma sélection puisque en fait, je laisse Google collecter un maximum d'informations. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la configuration de la balise. Ici, vous avez configuré la balise et vous avez du coup les instructions que vous allez donner à Google Analytics. Et c'est ici qu'on commence à parler de paramétrage. Moi, j'aime bien aller dans cette section et elle est souvent oubliée quand vous faites du coup le paramétrage. C'est ce qui permet en fait de donner les consignes à Google Analytics. Donc là, la première que j'ai envie de vous présenter, c'est configurer vos domaines. Si vous êtes sur plusieurs plateformes et noms de domaines différents ou sous-domaines, c'est intéressant ici de rajouter tous les domaines sur lesquels vous collectez de l'information. Ça permettra en fait à Google Analytics de considérer tout ce périmètre comme un seul et même périmètre et du coup ne fera pas les clics sortants si vous passez de mon site ABCD à mon site BCD. Ça considérera tout ça comme un périmètre. Donc, encore une fois, listez l'ensemble des noms de domaines sur lesquels vous voulez collecter de l'information GA4 et venez les lister ici dans votre panneau de configuration pour être sûr qu'il n'y ait pas de perdition sur votre périmètre. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est la définition du trafic interne. Comme vous l'aviez sur Universal Analytics, le but, c'est que vous puissiez vous concentrer uniquement sur les utilisateurs réels. Et donc, du coup, tout le trafic interne, que ce soit vos prestataires, mais également tous vos collègues, ne vous intéresse pas dans vos différentes recherches et analyses. Pour ça, du coup, dans Google, vous avez la possibilité d'en définir le trafic interne. Vous avez la possibilité, via les adresses IP, de pouvoir exclure globalement l'ensemble du trafic interne. Alors, je sais qu'avec l'avènement du télétravail, c'est plus compliqué de récupérer du coup l'ensemble des IP de vos collaborateurs. Essayez au moins de faire celle du siège et le siège de vos différents prestataires pour être sûr que ça ne soit pas pris en compte. J'espère que c'est clair là-dessus. Et enfin, la dernière chose que j'avais envie de vous présenter, puisque beaucoup de prospects sont revenus vers moi en ne comprenant pas cette information, c'est répertorier les sites référents à ignorer. Là, je m'adresse tout particulièrement aux e-commerçants. C'est ici que vous allez renseigner en fait vos plateformes de paiement.
Dans le circuit de l'utilisateur, il vient sur votre site, il passe sa commande, il rentre dans son processus de checkout et ensuite, il est redirigé vers une plateforme, par exemple PayPal ou Secure Orgon, et ensuite revient sur la page de confirmation de commande qui porte toute l'information e-commerce. Lorsqu'il part sur cette plateforme de paiement et qu'il revient, si vous n'avez pas renseigné cette plateforme de paiement dans l'exclusion des sites référents, c'est cette source-là qui va apparaître dans vos rapports, premièrement. Et deuxièmement, c'est une source qui va s'attribuer tout le chiffre d'affaires. Donc, si globalement, vous mettez en place le e-commerce, que vous laissez tourner, mais que vous n'avez pas renseigné, par exemple ici, paypal.com, dans vos sites référents, dans vos rapports GA4, vous allez voir qu'en fait, PayPal s'attribue du chiffre d'affaires. Vous, ce n'est pas PayPal qui vous intéresse, c'est de savoir si l'utilisateur est venu de Facebook, de Google Ads ou de vos communications email. Et ben, c'est en faisant cette manipulation que vous dites à Google ne prends pas en compte PayPal, ne prends pas en compte Secure Orgon, fais en sorte que tu remontes à la source originelle du lead qui a généré du coup la transaction sur mon site. Pareil pour ceux qui ont des modules qui permettent d'aller signer des documents, n'hésitez pas à les mettre ici. Voilà, globalement, ça, c'est la configuration de base. Encore une fois, c'est un peu votre wish list que vous donnez à Google pour configurer votre flux. Et ce qui va vous intéresser ici, j'y reviendrai. N'oubliez pas de copier-coller votre ID de mesure. C'est celui qu'on va insérer dans Google Tag Manager, qui est assez important. Donc là, je le copie-colle. Sur le paramétrage, encore une fois, de votre GA4, j'ai encore quelque chose à vous montrer, le paramètre des données, collecte des données. Ici, vous avez les fonctionnalités de signal de Google. Globalement, c'est Google qui met à disposition en fait l'ensemble de ces datas, en tout cas qui aide via notamment pour Google Ads. En gros, dans tous les navigateurs de Chrome, on a dû, parce que j'en fais partie, du coup, autoriser Google à utiliser en fait certaines de nos informations pour mieux recibler. Quand vous êtes quand vous cochez en fait commencer et dire oui à Google, ça je vous laisse voir encore une fois avec votre DPO, vous créez un lien qui permet en fait à Google d'interpréter les données de signal et de pouvoir les utiliser à la fois dans votre Analytics mais aussi dans Google Ads pour pouvoir mieux retargeter les gens et faire en sorte que du coup la macro conversion qui peut être le e-commerce ou une demande de devis chez vous puisse fonctionner à plein régime. La collecte des données sur appareil sur zone, ça c'est important de le laisser cocher. Paramètres avancés, alors ça globalement, moi je laisse tel quel. Et la dernière chose, c'est configuration de la collecte des données utilisateurs. Là, c'est de dire que vous acceptez bien que vous avez demandé au préalable, avant toute collecte dans Google Analytics, le consentement de l'utilisateur via votre Cookie Management Platform qu'on appelle CMP. Les CMP les plus connus étant, vous avez certainement dû les voir durant vos navigations personnelles. On a Acceptio, on a Didomi, on a SFBX, on a OneTrust. Tout ça, c'est important d'accepter ici le fait que vous ayez bien demandé le consentement de l'utilisateur avant. Et une dernière petite chose avant de revenir à la présentation, ce qui me paraît important, c'est la conservation des données. Vous voyez qu'ici, par défaut, vous avez une conservation des events qui est établie à 2 mois. Généralement, je conseille de le mettre à 14 mois, qui est dans le règlement RGPD, et de bien l'enregistrer pour être sûr que vous ayez en fait l'ensemble des informations qui soient collectées et qui perdurent dans le temps, au moins 14 mois, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur votre collecte. Donc ça, voilà, globalement, paramétrage des données et paramétrage du flux, c'était ce qui m'importait de vous montrer pour être sûr que, globalement, vous preniez un bon départ. Si on va plus loin dans la configuration, donc ça, c'est vraiment j'espère que vous le connaissez et que je ne suis pas allé trop vite, mais c'est le panneau de configuration du coup de Google Analytics. Sur la colonne du milieu, vous avez du coup tous les configurations de votre nouvelle propriété. Et je vous conseille également l'association de votre compte Google Ads et l'association de votre Search Console. Comme c'est des outils Google, ça permet en fait d'être très rapidement plugué
sur la partie, en fait, c'est un import de données de Google Ads, notamment au niveau des coûts et des impressions et des clics. Et c'est la même chose pour le Search Console avec les impressions et les clics qui sont remontés directement dans votre plateforme GA4 et qui permet d'être en fait croisés avec d'autres données de navigation. Voilà pour la partie configuration. Il y a plusieurs questions, Martin. Oui. Je vais te les égrener dans l'ordre qu'elles ont été posées. Oui. Donc, il y a Thierry pardon, qui est arrivé un peu en retard, mais qui pose la question qui est pertinente et on peut peut-être revenir dessus au cas où ça n'a pas été assez clair. Mais est-ce que GA4 est conforme RGPD ? Excellente question. Pour lui, il rajoute, pour moi, la CNIL dit toujours non. Donc, est-ce que tu peux apporter des précisions là-dessus ? Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que là-dessus, c'est très pertinent. En fait, GA4, donc Google, en mettant en place GA4, a voulu se rapprocher des normes RGPD. C'est-à-dire que désormais, l'adresse IP n'est plus collectée, elle est utilisée pour savoir d'où vient l'utilisateur. Donc, c'est-à-dire que mon IP va pouvoir permettre à Google de dire c'est un utilisateur en Europe. Du coup, je stocke ces informations sur des serveurs européens. Ça, c'est un pas supplémentaire qui n'était pas possible sur Universal Analytics. Donc, on se rapproche du cadre RGPD, sauf que pour l'instant, la CNIL n'a pas dit GA4 est légal. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un transfert entre les serveurs européens et les serveurs aux États-Unis. Et donc, du coup, ça pose toujours la problématique du coup, de la confidentialité des données européennes, consultables encore une fois par les États-Unis. Donc, pour répondre simplement, la CNIL, pour l'instant, voit Google Analytics et ne fait pas de distinction entre Universal Analytics et GA4. Donc, c'est l'ensemble de l'outil qui est considéré, qu'importe la version, comme toujours illégal à l'heure actuelle. D'accord. Sachant qu'il y a aussi des tractations, c'est ça, entre États-Unis et UE sur l'évolution de ces choses-là. Hein. Globalement, on est on est de l'ordre du légal. C'est comment on fait pour le Privacy Shield, comment on fait pour faire en sorte que les transferts des données européens ne soient pas consultables aux États-Unis par les services de renseignement. Globalement, c'est ça la thématique de fond. Mais ça s'applique à si vous voulez, à toutes les solutions américaines qu'on utilise à notre quotidien. C'est comment l'information des utilisateurs européens est transférée aux États-Unis et dans quelle mesure elle est consultable et donc du coup à risque. Et c'est pour ça que la CNIL se penche sur Google Analytics, qui est le géant américain, en premier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on avait fait un webinaire sur la même thématique il y a quelques mois et il y avait parmi les participants 8 sur 10 qui étaient sur Google Analytics et qui comptaient encore aller sur Google Analytics 4. Donc c'est vraiment, malgré les alertes de la CNIL, un outil qui est incontournable. Et si tu veux, Elder, c'est très vrai. En fait, ça fait 10 ans que les gens travaillent sur Universal Analytics, qui est un outil gratuit. On est venu une première fois leur demander de mettre en place des CMP, donc Cookie Management Platform, qui a un budget supplémentaire pour justement faire en sorte que le RGPD soit respecté. Donc, encore une fois, sur le web, c'est une toute petite partie que je vous décris, mais globalement, l'utilisateur arrive, on lui demande son consentement. Ensuite, seulement, on peut déclencher les tags. Donc ça, c'est une dépense supplémentaire. Et ensuite, là, on leur demande pour la mesure d'audience. Certains sont, je pense, aux petites et moyennes entreprises sont assez dépendants de ce genre de statistiques pour contrôler en fait le bon fonctionnement de leur site. Et donc, du coup, on se retrouve soit sur des solutions qui sont payantes, soit sur un entre-deux qui est au final illégal, en essayant de mesurer le risque, en se disant pour l'instant, faute de mieux ou faute de budget ou faute de statistiques pertinentes, je reste sur Google Analytics et on verra bien comment et Google et le légal répondent à cette problématique. C'est ça. Donc, on comprend tout à fait, je ne sais pas si des gens se reconnaissent au sein de l'audience, mais on comprend tout à fait le malaise qu'il peut y avoir en ce moment, puisqu'on est en train d'amorcer un virage où on protège beaucoup plus les utilisateurs, ce qui est une bonne chose. Mais donc, du coup, il y a un temps d'adaptation et il faut être patient sur cette partie-là. Et la CNIL, bien qu'elle sanctionne des grosses infractions,
est quand même plutôt observatrice et pas du genre à fouetter dès lors qu'il y a un petit cheveu qui dépasse du cadre, quoi. Bah pour l'instant, enfin pour être très honnête avec toi et avec l'audience, on a très peu de retours. Je mentionnais sur la première slide un développeur qui s'était amusé à reprendre les 42 sites de presse françaises avec le plus de trafic et noter s'ils avaient Google Analytics et déposer du coup une plainte à la CNIL. Mais pour autant, on n'a pas eu de retour de se dire, bah tiens, la CNIL s'est saisie des plaintes et du coup a dû constater qu'il y avait bien erreur. Et dans un deuxième temps, du coup, de revenir vers l'annonceur pour lui dire, bah vous êtes en tort par rapport au RGPD, on vous laisse un mois pour vous mettre en conformité avant du coup d'éventuelles sanctions. Et on est un peu dans le flou. C'est comme la communication, pour être tout à fait honnête, côté Google. On ne sait pas s'ils sont en train de travailler justement au fait de franchir cette dernière step pour faire en sorte que la CNIL les considère comme étant parfaitement RGPD compliant à partir du moment où on demande le consentement de l'utilisateur au préalable. Ok. Je vais ouvrir une autre question qui justement porte sur quelles sont les autres solutions sur lesquelles vous vous êtes renseigné et sur quelles solutions peut-être vous allez opter pour la suite au 1er juillet. Donc, j'ouvre les votes, toujours dans l'onglet sondage. Voilà, c'est en cours. N'hésitez pas à répondre. Pendant ce temps-là, je vais poser les autres questions qui étaient remontées. Maëva qui demandait est-ce que les délais de 6 mois de sauvegarde est aussi valable sur GA4 ? Non. GA4, en fait, là, j'espère que vous l'avez compris. En fait, Google, et vous l'avez vu dans vos connexions sur Google Analytics, Google pousse à ce que vous soyez le plus rapidement sur GA4. GA4, vous n'aurez pas de problème de conservation de données. Ça va rester collecté, mais en fait, Universal Analytics n'étant plus du tout adapté à l'environnement qu'on vient de décrire autour du RGPD, le sentiment qu'on en a, et là, je vous partage juste un sentiment personnel, c'est qu'ils veulent s'en débarrasser le plus rapidement possible pour qu'on puisse se concentrer sur GA4. Donc, la conservation des données et l'historique, c'est vraiment sur Universal Analytics en se disant, on s'en débarrasse le plus rapidement possible, on supprime toutes les données après avoir fait tomber toutes les courbes à zéro, on fait en sorte que ça soit plus accessible et comme ça, on nous embêtera plus sur ce sujet Universal Analytics, on va pouvoir se concentrer sur GA4. D'accord. Maëva toujours, est-ce que si on crée une propriété GA4 via GA Universal, il sera supprimé par la suite lors de la suppression de GA Universal ? Alors ça, je suis pas sûr de comprendre comment on peut créer une propriété. En fait, alors là, c'est peut-être parce que j'ai mal expliqué la découpe. Vous pouvez avoir un compte qui s'appelle Google Analytics. Donc, on est toujours dans la plateforme. Et là, comme je le montre à l'écran désormais, on va avoir une propriété Universal Analytics qui est là pour l'instant tout l'historique qui a été collecté sur Universal Analytics de l'agence WAM et en parallèle une agence WAM GA4 et celle qu'on vient de créer ensemble aujourd'hui. Globalement, les deux systèmes vont encore collaborer de manière complètement parallèle jusqu'au 1er juillet 2023. En revanche, agence WAM, pour vous montrer, cette propriété-là va du coup, toutes les courbes ici, sachant qu'on a toute notre historique dessus, et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait d'historiser l'ensemble de ces statistiques. La courbe ici, au 1er juillet, va s'arrêter et tomber à zéro. Ce qui n'empêchera pas, du coup, votre propriété agence GA4 de toujours continuer à collecter de l'information. C'est pour ça que pour l'instant, je vous préconise vraiment de faire les deux en même temps. Et c'est juste que soyez prêts, au 1er juillet, encore une fois, 2023, le format Universal Analytics dans votre compte Google Analytics va tomber à zéro. J'espère que c'est plus clair pour Maëva. Il y a tout plein de questions, c'est incroyable. Ça va être difficile de toutes les poser. Est-ce que j'avance un peu parce que je vois que le temps défile. On prendra le temps de répondre à la fin. On est désolé parce que là, il faut un peu qu'on avance quand même. Effectivement. Mais je les mets en favori et on y répond par la suite. Juste pour revenir sur le sondage, il y a 60% des répondants qui disent rester sur Google Analytics quand même. Ok. Il y en a 1 sur 5 sur Matomo. Sachant que j'ai autorisé les questions, plusieurs réponses en même temps. Multi-réponses. Il y en a qui optent tout à fait pour 2 outils en même temps. Mais c'est très bien quand on a le budget, encore une fois, c'est bien de
de pouvoir s'ouvrir à de nouvelles technologies et essayer de constater si ça fit avec votre besoin d'analyse et vos budgets. Donc ça, c'est parfaitement encouragé. Et vous verrez, en fait, comme on est dans le flou, il y a beaucoup de gens qui choisissent cette possibilité-là, et je trouve ça très malin puisque du coup, vous jouez sur les deux tableaux, ce qui permet du coup après de s'adapter quand il y aura un move de la part de Google ou de la CNIL. Vous pourrez du coup voir en conséquence. Si on reprend la configuration, du coup, on était dans Google Analytics et dans notre plateforme GA4. On avait paramétré tout ce que je vous ai dit sur le flux et notamment les paramétrages à pas oublier pour pas se retrouver avec des surprises dans vos rapports. Là, l'ID de mesure, c'est ultra important de le prendre. C'est votre carte d'identité de votre propriété. Elle permet de savoir où est-ce qu'on va envoyer l'information. Et comme je vous l'ai dit en début de conférence, on va utiliser l'intégration via Google Tag Manager. Donc là, je suis sur le compte de Google Tag Manager. Sachez, et que je n'ai pas le temps malheureusement de vous l'expliquer, mais que c'est un script qui est intégré sur toutes les pages de l'agence WAM et qui permet du coup de collecter, qui est présent sur toutes nos pages et qui permet en fait de collecter un certain nombre d'informations. Ici, comment déclencher de la collecte de données dans notre nouvelle propriété qu'on vient de configurer ensemble. On va créer une balise GA4 qu'on va appeler le config tag. Et en fait, je vais vous montrer que dans GTM, désormais pour Google Analytics 4, vous avez deux possibilités, deux types de balises qui vont nous intéresser aujourd'hui. La première, c'est le config tag. C'est ce qui va permettre le déclenchement sur toutes les pages des informations qu'on a configurées ensemble. C'est-à-dire à la fois tous les événements automatiques, donc on a parlé du scroll, du téléchargement, etc., mais aussi toutes les considérations qu'on a mis et qu'on a rangées ensemble en se disant les sites référents, le nom de domaine, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va configurer là maintenant dans une première étape. Ici, tout ce qu'on vous demande, c'est l'ID de mesure. Saisir l'ID de mesure, l'exemple, et vous l'avez ici, ça commence par AG avec un tiret et vous pouvez utiliser cette petite pastille pour en savoir plus et bien le retrouver. Là, je l'ai copié-collé, donc on se rappelle, c'est celui que j'ai pris ici. Voilà, l'ID de mesure, vous voyez, ça finit par 52X, donc c'est vraiment celui-là qu'on attend et je le remets ici. Cette balise-là, je la déclenche évidemment sur toutes les pages de mon site. Attention là-dessus, j'insiste. Vous êtes tenu au RGPD, on vient d'en parler. Nous, on a mis en place Acceptio sur du coup l'ensemble de nos pages. On va devoir déclencher GA4 sur toutes les pages quand on a le consentement de l'utilisateur. Donc, encore une fois, ici, on a un Acceptio Google Hoc qui nous permet de savoir qu'en fait, l'utilisateur consulte une page et qu'il a bien dit oui à Google Analytics. Ça, c'est très important parce qu'encore une fois, vous êtes tenu d'avoir d'abord récolté le consentement de l'utilisateur. Et là, quand vous cliquez sur enregistrer, vous avez une nouvelle balise qui vous permet en fait de collecter l'ensemble de l'information sur la navigation sur Agence WAM. Donc ça, c'est assez important de mettre en place. Une fois que vous avez fait ça, vous avez la configuration extrêmement basique qui vous permet d'avoir des données de comportement utilisateur, d'avoir notamment la répartition entre les devices, d'avoir un début d'acquisition, savoir d'où viennent les utilisateurs, etc. Dans votre plateforme. Et vous avez, je dirais, le package vraiment de base. Si on revient à la présentation, du coup, vous avez la balise GTM qu'on vient de configurer ensemble. Et ça, comme je viens de le dire, ça vous permet d'avoir uniquement les données de base et j'allais dire les données par défaut. Et on voit dans les rapports, après un peu de collecte, que vous avez les différents événements que vous avez paramétrés dans votre config tag directement revenir sur les données de comportement et donc les différents événements avec une volumétrie. Ça, c'est assez intéressant. Maintenant, pour les e-commerçants, là, ça se gâte. Il y a plusieurs cas de figure. À l'heure actuelle, tel que j'ai configuré, donc vous voyez, je viens de pousser la balise config tag, vous n'aurez pas de e-commerce si vous ne faites pas une démarche supplémentaire. Vous allez devoir configurer ce qu'on appelle un événement personnalisé pour faire remonter le e-commerce. Mais avant ça, il y a 3 cas de figure. Vous êtes e-commerçant et vous avez, alors du coup, il faut que je fasse une parenthèse, les data layers. Les data layers, ça ressemble à ça. Les data layers, c'est ce qui permet à Google Tag Manager de lire une information qui est contenue dans votre site. C'est généralement des interactions que vous devez avoir avec vos développeurs pour faire remonter de l'information.
En fonction du système e-commerce sur lequel vous vous trouviez avant votre migration, il y en a deux cas de figure, pardon, le e-commerce amélioré d'Universal Analytics et le e-commerce classique. Là, je vais faire attention à pas perdre les gens. Globalement, c'est des structures de data layer qui permettent de faire remonter de l'information directement dans vos plateformes Universal Analytics. Ça, ces data layers, si vous les avez déjà en place et que ça fonctionne et que vous êtes content du e-commerce que vous avez dans Universal Analytics, vous pouvez les réutiliser et les retraiter dans Google Tag Manager pour obtenir l'information, pour venir stocker la bonne information au bon endroit dans les rapports GA4. C'est s'appuyer sur le socle technique de ces data layers pour l'adapter au format GA4. Donc là, je vous ai mis un type de data layer e-commerce classique. Donc, on voit avec le nom des variables transaction ID et la structure du data layer assez particulière. On a ensuite le e-commerce amélioré qui est une structure différente où on commence par une ouverture e-commerce, purchase, action field et là où on a toutes les données du coup de transaction puis les données produits. Et vous avez, je vous ai mis le e-commerce GA4 qui est là le data layer typique pour l'utilisation de GA4 et qui permet de faire remonter un peu plus d'informations sur du coup vos produits et sur les différentes informations de transaction. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'en fait, entre transaction ID et transaction ID écrit d'une manière différente, en fait, vous devez adapter votre tracking pour bien être sûr que Google Analytics 4 puisse lire la bonne information et la ranger au bon endroit. Si je vous mets un exemple ici d'une balise purchase, vous voyez sur du e-commerce classique que je vais devoir du coup paramétrer un event qui s'appelle purchase. Donc, c'est une balise, vous voyez Google Analytics 4 event GA4 qui est lié au config tag qu'on a mis en place et qui a pour nom d'event le purchase. Je reviendrai sur les événements juste après. C'est important qu'on puisse les passer ensemble. Et ensuite, Google nous laisse la possibilité de ranger un certain nombre de paramètres. Donc là, le transaction ID qui va nous permettre de savoir l'ID de transaction, le value qui va nous permettre de faire remonter le chiffre d'affaires total, shipping, currency, tous les items. Donc les items, ça va être tous les caractéristiques de vos produits, s'il y a eu un coupon ou pas, et si on a affaire à un type de transaction particulière. Pour le e-commerce, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le faire remonter, vous êtes obligé de passer par un événement qui est préconfiguré, qui est recommandé, qui s'appelle Purchase, dans lequel vous devez définir un certain nombre de variables et venir ranger les informations que vous collectez déjà via un data layer dans les bonnes cases. J'espère que c'est clair, c'est un peu technique, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra y répondre après. Est-ce qu'on pose une autre question, peut-être, Martin, dans le sens où comment chacun a organisé sa migration? Je lance le quiz, toujours en onglet sondage. Ouais, je continue parce que je vois qu'il reste 9 minutes, on a encore un peu de temps. Le plan de tagage, là dans Google Analytics, comme je vous le disais, Google Analytics 4, qui est très important, c'est que vous avez une flexibilité maximum. C'est-à-dire que tout est lissé sur un phénomène d'événement. Donc, c'est une collecte particulière dans Google Tag Manager et dans GA4 qui permet en fait de tout lisser. Un événement, c'est une interaction, c'est le changement d'une page, c'est la consultation d'une vidéo. Donc, vraiment, tout est lissé sur le système d'événements. En plus des événements automatiques qu'on vient de voir dans le config tag, c'est-à-dire le scroll, les page view, les téléchargements des PDF, les clics sortants, etc., etc. Vous pouvez en fait enrichir votre plan de tagage parce que vous avez des enjeux business, vous avez besoin de traquer plus d'événements, par exemple la demande de devis, vous avez besoin de faire remonter le e-commerce, on vient de le voir, les inscriptions à la newsletter, les créations de comptes, il y a une multitude. Avant de traquer, pour définir un plan de tagage, vous devez prendre du recul et vous dire quelles sont les interactions que j'aimerais bien traquer. Ok, du coup, j'ai cette newsletter, cette création de compte, etc. C'est des informations dont j'ai besoin. Va venir la question de comment je les traque.
Et dans Google, encore une fois, Analytics 4, vous avez encore une fois que des événements, mais vous avez différents types d'événements. Vous avez les événements recommandés et les événements personnalisés. Les événements recommandés, c'est ce que Google a déjà mis dans sa bibliothèque pour faire remonter un certain nombre d'informations. On vous fera parvenir la liste. En fait, je pense que je l'ai enregistré juste ici. Vous avez la liste en fait des événements qui sont recommandés juste ici. Ça, c'est une base de données qui a été fournie par Google en disant, voilà, nous, on pense que sur un certain nombre de sites Internet, il y aura ces événements et ces besoins de déclenchement. Là, par exemple, on a login. Un utilisateur se connecte. Si vous, c'est important d'avoir un événement qui vous dit, tiens, l'utilisateur s'est logué, vous allez vous dire, tiens, je consulte les outils, les événements recommandés. Tiens, là, je vois qu'il y a un login. Vous allez cliquer dessus et vous allez obtenir les caractéristiques. Login. Ça va vous permettre, en fait, de définir dans votre tag Google Tag Manager une fonction qui va s'appeler, du coup, l'event login et dans lequel vous allez pouvoir définir des paramètres. Les paramètres, c'est ce qui vient compléter l'information de l'action. Là, je vais avoir mon action, c'est un login. Donc, ça va me permettre d'avoir une pointeuse dans GA4 qui me dit, voilà, autant de personnes se sont loguées. En revanche, ce qui m'intéresse d'avoir comme information complémentaire, c'est la méthode. Est-ce que l'utilisateur s'est logué via Facebook? Est-ce qu'il s'est logué via son compte Google Ads? Est-ce qu'il a saisi une adresse? Ça, c'est du coup le paramètre méthode qui va me permettre dans mes rapports d'avoir ce distinguo. Je vais avoir une volumétrie de login et je vais pouvoir voir que sur 100 logins, j'en ai 90 qui sont via Facebook et 10 qui sont via Gmail. C'est grâce à cet événement-là, à ce paramètre-là, contenu dans cet événement. Pourquoi je vous présente ça? Parce que globalement, quand vous allez faire des événements personnalisés, vous allez devoir déclarer tous vos périmètres dans Google Analytics pour que vous puissiez les rendre visibles dans vos rapports GA4. Donc ça, c'est très important de se poser la question, OK, je veux traquer cette information. Je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas dans la documentation de Google, dans les événements recommandés, déjà un pré-travail qui a été fait par Google. Si je trouve globalement mon bonheur, c'est-à-dire là, j'étais venu chercher un login, je respecte absolument du coup la nomenclature qui a été paramétrée. Donc là, si je vous le fais rapidement, ici, dans Google Tag Manager, je vais venir considérer une valise événement qui va s'appeler login et je vais venir créer ma balise qui va s'appeler, du coup, je vais sélectionner événement GA4. Je vais la rattacher à, du coup, mon GA4 config et je vais l'appeler login. C'est là où je vous appelle à la plus grande prudence, c'est qu'il va falloir, du coup, respecter la nomenclature. Comme ça, Google va savoir que c'est un événement login, que lui, il l'a déjà préconfiguré. Et dans les paramètres de l'événement, vous allez pouvoir venir rajouter le paramètre méthode, encore une fois que je tire de cette documentation-là, et vous allez faire remonter en fait la variable qui y correspond, c'est-à-dire la variable de votre data layer qui fait remonter le type de login. Une fois que vous avez paramétré ça, globalement, l'event va directement remonter dans Google Analytics 4 et vous aurez la possibilité de directement retrouver l'onglet méthode qui aura été configuré par défaut par Google Analytics 4. Donc ça, c'est ultra important de le faire dans cette démarche-là. Si demain, vous faites le retour, vous faites exactement la même démarche, vous vous dites, on va prendre l'exemple d'une demande de devis. Je vais pour faire une demande de devis, mais je vois que dans les événements recommandés, malheureusement, je n'ai pas un event qui me parle et qui est préconfiguré. Là, pas de panique, vous avez la possibilité de faire un événement personnalisé et donc du coup de définir vous-même le type d'événement que vous allez faire remonter. Je continue sur mon exemple. On va se dire, tiens, j'ai besoin de faire remonter une demande de devis. Donc là, vous êtes déjà arrangé avec votre dev pour avoir un data layer qui nous permet de faire remonter, OK, il y a bien eu une demande de devis. Vous allez faire votre événement personnalisé, l'appeler demande de devis, voilà. Et pareil que du coup le login, vous allez vouloir savoir, OK, la volumétrie du nombre de devis, mais vous allez aussi vouloir savoir de quel type de demande de devis il s'agit. Type
devis. Voilà. Est-ce que c'est pour une voiture? Est-ce que c'est pour un autre projet de financement, etc., etc. Vous allez du coup définir le type de devis et en face, vous allez mettre la valeur qui va vous permettre de savoir globalement est-ce qu'il s'agit d'un type de devis automobile, est-ce qu'il s'agit d'un autre financement, etc. Ça, c'est la variable que vous allez créer dans votre data layer. Imaginons cette variable s'appelle type. On crée cette variable-là, hop, une variable de couche personnalisée. Désolé, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de l'utilisation de Google Tag Manager, mais globalement, du coup, je dis comment j'ai paramétré les choses. Là, ça me permet de dire à Google, OK, tu vas avoir une demande de devis qui va venir alimenter l'event demande de devis, qui va remonter automatiquement dans vos rapports. Et en plus, il y aura un complément d'information que je vais ranger dans le nom du paramètre type de devis et ça va pouvoir me faire remonter le type. Pour que tout ça fonctionne et que vous alliez jusqu'au bout et que vous ayez en fait cette information de pouvoir dans vos rapports dire OK, je veux afficher le nombre de demandes de devis, mais dans mes rapports GA4, je veux aussi le distinguo entre les différents types de devis pour avoir une volumétrie, une finesse supplémentaire. Là, je vais, comme il s'agit d'un événement personnalisé et que c'est moi qui ai créé cette variable, ce nom de paramètre, il va falloir que j'aille le déclarer dans GA4. Et pour ce faire, c'est ici que ça se passe. Donc, vous avez la possibilité ici de déclarer ce qu'on appelle des définitions personnalisées. Et là, du coup, je vais créer une dimension en disant « Attention Google » et bien reprendre la nomenclature. J'ai une dimension qui va s'appeler type de devis, qui vient d'un événement. Vous avez deux possibilités, soit ça vient d'un événement, soit ça vient d'un utilisateur. Et ça sera un paramètre d'événement qui va s'appeler type de devis. Si vous ne faites pas ça dans l'exemple que je viens de vous donner, vous allez vous retrouver avec de la volumétrie sur demande de devis, mais vous n'aurez jamais le distinguo entre le type de devis, puisque Google ne l'aura pas collecté, puisque vous ne l'aurez pas déclaré dans le champ que je viens de vous montrer ici. Donc, très important, quand vous faites des événements personnalisés, puisque ça tient par rapport aux enjeux business que vous avez, très important de venir déclarer ça ici. J'en profite pour les dimensions personnalisées. Vous avez deux portées, l'événement. Donc là, c'est par exemple, je viens de vous montrer, quand il y a un événement, demande de devis, paf, je veux avoir une information supplémentaire, je déclare une nouvelle variable qui doit être prise en compte par Google pour débloquer cette possibilité dans les rapports. Pour les utilisateurs, c'est la même chose. Si demain, vous vous dites, j'ai besoin de collecter si une personne est loguée, pas loguée, si elle est professionnelle ou particulière et que ça amène une nouvelle variable, vous allez venir ici la renseigner en utilisateur. Entre pro et perso, vous allez nommer une variable. Il faudra la déclarer pour la retrouver dans vos champs de segmentation de vos rapports Google Analytics. Je vois qu'on arrive au terme et que je n'ai pas fini. Je vais aller un peu plus rapidement. Il y a énormément de questions. Je t'ai en train d'écrire dans le chat. Okay. Ce qu'on va faire, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions aujourd'hui. Malheureusement, on en est désolé. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez recevoir des éléments par mail à la suite de ça d'ici, je pense, mardi prochain. Ouais. On vous mettra en téléchargement un document qui répondra, si tu es d'accord, Martin, aux différentes questions. Oui. Comme ça, que ce soit Alice, que sais-je encore, Emmanuel, Célanie et bien d'autres qui posent plein de questions et auxquelles on mériterait d'apporter une réponse, on va vous les apporter. Donc voilà, d'ici mardi prochain, on prend le temps de bien répondre à toutes vos questions, on les relève. Et vous aurez vos réponses par mail en téléchargement. Donc, si vous êtes OK, voilà. Pour ceux qui ont un peu de temps, je finis la présentation. Je suis vraiment navré, mais c'est assez dense en 1 heure. GA4, c'est un superbe outil pour justement la personnalisation, comme j'ai essayé de vous le montrer. À partir du moment où vous avez vraiment bien collecté l'ensemble de l'information et être reparti de vos enjeux business pour paramétrer ce fameux plan de tagage, derrière, il y a des vraies possibilités en termes de conversion, d'audience et de liens qui peuvent être faits avec vos différentes campagnes.
Là, les audiences, typiquement, si je reste sur mon exemple, j'arrive, grâce à un data layer, à faire la distinction entre une partie de clientèle particulière et des professionnels. Vous allez pouvoir créer des audiences dans GA4. Donc là, je vous en ai montré un exemple en screen qui permet en fait de séparer ces deux populations. Ce qui vous permet demain de faire un rapport d'acquisition uniquement sur les professionnels, uniquement sur les particuliers et de pouvoir les isoler. Ensuite, tous les événements dont on a parlé, que ce soit des événements personnalisés, des événements automatiques ou des événements du coup recommandés, vous avez la possibilité de les transformer en conversion. Ça, c'est très important aussi dans votre paramétrage de GA4. Au moment où vous les tournez en conversion, vous les avez de manière beaucoup plus accessible dans vos rapports, ce qui évite de en fait, les avoir sous forme d'événements. La conversion, ça se met beaucoup plus facilement en face notamment de l'acquisition. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez établi tous vos plans de tagage, que vos dimensions remontent, que vous avez bien toute l'information qui est collectée, de bien déclarer les conversions qui sont importantes pour vous, que ce soit la macro qui est le purchase, évidemment, mais aussi toutes les micros qui peuvent être les créations de comptes, les demandes de devis, les newsletters, on les a vus ensemble. Et enfin, pour ceux qui n'ont pas encore regardé ce qui se trame du coup dans la manière de consulter les rapports, et ça, j'aurais préféré avoir plus de temps, mais globalement, pour ceux qui ont un peu navigué dans Google, alors je ne vais pas aller sur celle-là vu qu'on n'a pas créé, sur les outils, donc sur la nouvelle plateforme GA4, quand vous vous baladez sur les rapports, je vais dézoomer un peu, vous allez être un peu perturbé par rapport à ce qui s'est passé dans Universal Analytics. Avant, on avait nos beaux rapports qui étaient considérés sous forme de tableau, qu'on pouvait rapidement segmenter, etc. Désormais, on a plus le format widget qui nous permet en fait d'avoir un résumé de l'information qui est encore une fois plus piloté en mode voici votre dashboard et les différentes informations qui sont importantes pour vous. J'insiste, Google Analytics 4, c'est vraiment un hub formidable pour collecter un maximum d'informations et l'avoir de manière beaucoup plus précise puisque lissé sous le format d'événement. Mais la grosse force de GA4, c'est vraiment dans la personnalisation. Et c'est dans le volet explorer qu'en fait, vous allez pouvoir faire tous vos rapports personnalisés. Si je prends par exemple un entonnoir de conversion, vous avez besoin de vous faire un entonnoir de checkout, c'est très facile ici de pouvoir en fait les matérialiser directement dans la console. Et c'est là que Google Analytics devient très intéressant. C'est vous allez définir vos segments. Par exemple, on pourrait remettre ici celui que j'ai évoqué, particulier, professionnel, avoir une distinction dans ce tableau-là, les dimensions que vous avez créées, les metrics. Et c'est vous qui les agencez dans vos différents rapports pour faire en sorte que ça soit personnalisé et que vous ayez le maximum d'informations. J'allais dire, et je répète pour conclure, parce que là, on dépasse déjà de 5 minutes, la première chose, c'est de faire en sorte que vous remontiez un maximum d'informations cohérentes, l'essentiel du coup, dans GA4, de manière bien configurée avec le RGPD. La deuxième, c'est vous poser la question de qu'est-ce que j'ai besoin? Mon plan de tagage, je repars des enjeux du site. En fonction de mes enjeux, j'ai besoin de KPI. Ces KPI, comment je les fais remonter dans ma plateforme? Est-ce que c'est des événements recommandés? Est-ce que c'est des événements personnalisés? Si c'est des personnalisés, je déclare dans GA4. Et ensuite, une fois que j'ai toute cette information, je me pose 5 minutes, je respire. Martin est parti. Hop, il est en ligne de nouveau. Il va se reconnecter. Oui, il respire. Exactement, Sophie. Il demande l'accès. Je l'accepte. Et le voici de nouveau. Martin, tu as juste à activer ton micro et ta caméra. Ouais, désolé. Tu respirais, c'est normal. Et grosso modo, c'est une fois que vous avez fait toute cette collecte, amusez-vous dans les rapports personnalisés à faire vos propres rapports parce qu'encore une fois, ce n'est pas la version Universal Analytics. L'outil a été pensé pour s'adapter à vos besoins et pas que vous vous adaptiez à l'outil. Ça, c'est une notion qui a été très clairement évoquée par Google. Donc, je collecte, je sécurise et ensuite, je fais mes rapports personnalisés. Voilà pour moi. Plein de choses. C'est dense. C'est ouais. Incroyable toutes les questions qu'on a. C'est fou. On va avoir pas mal de boulot.
Mais en tout cas, c'est top. Peut-être je peux t'en poser quelques-unes, histoire de Ouais. ne pas retenir tout le monde Et sur- pour aller à la pause déjeuner, quoi, tout simplement. Ouais. Pour ceux qui ont encore un peu de temps, moi j'en ai encore un peu. Donc, ravi de répondre à quelques questions et surtout, n'hésitez pas à nous dire si c'était clair ou pas, quoi. Je reprends mon feed de favoris où j'ai énormément de messages, c'est incroyable. Je vais reprendre les dernières. Pour celles du milieu, on reviendra dessus sur le document qu'on vous enverra mercredi. Alors, faut-il créer une conversion personnalisée? D'abord, alors, pour créer une conversion personnalisée, créer d'abord un événement personnalisé associé. Tout à fait. OK. En gros, si Vous avez une réponse. encore une fois, la conversion, c'est à la toute fin. C'est d'abord je collecte. Donc, si on reprend l'exemple que j'ai donné, la demande de devis, ça m'intéresse, ça va être une conversion. Je la configure comme un événement personnalisé parce que j'ai pas trouvé dans les événements recommandés quelque chose qui m'aille. Je déclare les bonnes variables et ensuite, derrière, dans la configuration de GA4, je déclare que cet événement est un événement plus important que les autres en cochant du coup le côté conversion. Et c'est ce qui vous permettra en fait d'avoir dans vos rapports la conversion la demande de devis comme étant une conversion. Ok, super. Philippe, du coup, quand on a un GA4, est-ce qu'on a encore besoin d'un data studio pour suivre son audience? Alors, très très bonne question. Le connecteur fonctionne toujours. Donc, c'est-à-dire que toutes les informations que vous avez stockées sous format hub de GA4 sont transférables vers Looker et donc du coup anciennement Data Studio. C'est possible, mais sachez qu'avec la force et ce qu'a injecté Google dans son outil Google Analytics 4, vous pouvez aussi très bien faire votre plateforme directement dans les rapports personnalisés de GA4. Là, c'est les goûts et les couleurs. Peut-être que le côté visualisation est plus parlant sur Looker avec des effets graphiques plus importants. Mais par contre, encore une fois, sur la personnalisation des rapports, vous avez une large flexibilité dans GA4. Ok. On enchaîne avec Emmanuel. Est-ce qu'il y a une bibliothèque de rapports tout fait, comme on pouvait trouver sur Universal Analytics? Alors, c'est encore nourri par la communauté. Quand tout à l'heure, j'étais sur le rapport exploré de GA4, vous avez déjà des formats par défaut, ce qui peut commencer déjà à guider votre recherche. Au même titre que quand vous déclarez des audiences, vous avez les audiences que vous pouvez personnaliser grâce à vos data layers, mais vous avez aussi des audiences qui sont prédéfinies. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Là, c'est jongler entre votre besoin et ce qui a déjà été créé, à la fois par Google et à la fois par la communauté. Vous en avez un certain nombre, à vous de piocher, mais encore une fois, le mieux, selon moi, si vous avez le temps, évidemment, c'est de créer vos propres rapports. Ok. On va encore faire 2 questions rapidement. Sarah, est-ce que les événements personnalisés sont tous à mettre dans GA4 config du coup? Oui. Évidemment. Tout à fait. Alors, attention, c'est pas l'événement en lui-même, c'est les paramètres qu'on associe à cet événement personnalisé. L'événement, le nom de l'événement, donc le demande de devis que j'avais pris pour exemple, il va remonter. Si vous êtes obligé de faire la déclaration pour les paramètres que vous glissez dans cet événement. Donc, dans mon exemple, encore une fois, c'était le type de demande de devis. Ça, si vous ne le déclarez pas, demain, vous vous dites, ça fait 2 semaines que j'ai collecté mes demandes de devis, trop cool, je vais pouvoir aller regarder globalement ce qui se passe en termes de demande de devis, quels sont les types les plus demandés. Si vous n'avez pas déclaré la variable type dans GA4, eh ben, vous n'aurez pas cette information puisqu'elle n'aura pas été collectée ni stockée par Google 4. Ok, très bien. Et Sam, en dernière question, puis on aura une petite remarque que j'aimerais partager après. Existe-t-il une limite au nombre de paramètres ou sont-ils tous customisables? Oui, il faut faire attention. Pour l'instant, Google est encore en train de travailler dessus parce que le nombre de variables que vous déclarez, vous avez une limite de 50. 50, ça peut paraître ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est très peu. Sachant que l'archivage se passe pour l'instant pas très bien. C'est-à-dire que si vous vous loupez dans la configuration d'une de vos paramètres, que ça soit au type d'événement ou d'utilisateur, comme on l'a vu, globalement, vous allez pouvoir l'archiver, mais ça vous compte quand même comme un crédit. Donc, il faut faire attention là-dessus.
Je pense que c'est quelque chose sur lequel Google va revenir voilà, exactement, prochainement. Je me permets une petite parenthèse de dire aussi que GA4 a été poussé très vite et qu'il y a certaines informations qui sont encore un peu manquantes. C'est pour ça que je recommande de continuer à conserver Universal Analytics en biais pour pas biaiser vos analyses. En revanche, familiarisez-vous vraiment avec vos rapports là, sur les 6 prochains mois pour avoir tous les réflexes opérationnels au 1er juillet 2023. Ouais. Sachant que les réponses au sondage tout à l'heure, il y avait déjà un tiers qui ont déjà migré sur GA4. Parfait. Et il y en a quand même un quart qui découvrent la migration. Voilà, ok. Donc, voilà, c'est... Pas de stress, il y a d'autres priorités, j'en doute pas, mais du coup, il faut commencer à s'y pencher sérieusement. Enfin, une remarque de Alice qui semble être e-commerçante et qui nous dit, en fait, si on n'est pas développeur web, on ne peut pas configurer GA4. Moi, je suis perdu. En fait, la manière dont là j'ai pris le parti pris de vous montrer ça parce que c'est la majorité de mes clients via Google Tag Manager. Pour avoir de la donnée enrichie dans vos plateformes analytics, il faut de toute façon se rapprocher de votre équipe IT, que ce soit à travers les data layers ou une autre technologie pour vraiment flaguer tout ça. Dans Google Tag Manager, il y a des possibilités que je ne pouvais pas évoquer aujourd'hui, ça aurait été trop long, mais vous avez la possibilité, si vous maniez bien l'outil, de pouvoir en faire une partie en autonomie et de ne pas demander de l'information. En revanche, pour le e-commerce, c'est évident que vous avez besoin sur votre page de confirmation de commande d'un data layer ou en tout cas d'une liste de l'ensemble des informations de transactions, mais aussi du produit. Et ça passe forcément par les devs qui vous le mettent à disposition. Ok, super. Pour terminer, déjà vous remercier pour votre participation. On a eu un pic à 350 personnes, donc c'est énorme. Oh, cool. Trop bien. Merci pour vos nombreuses questions. On s'efforcera d'y répondre. Merci pour vos messages hyper gentils aussi, comme quoi c'était super clair et qu'on a apporté plein de réponses et c'était hyper concret, c'était cool. Super. Est-ce qu'en 1 minute, tu auras un conseil à formuler pour tout ça, Martin? Alors, en 1 minute, globalement, ça va reprendre ce qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire pas d'urgence et on sait que vous avez vous avez potentiellement d'autres priorités. C'est quand même le moment de s'y pencher parce que 6 mois, c'est pas trop pour approvisionner, apprivoiser, cette bête que peut être GA4. La priorité, comme vous l'avez compris, c'est de faire remonter l'essentiel de vos données pour commencer à collecter. Ensuite, de personnaliser, idéalement pas trop tard. Et après, vous allez voir, il y a quand même une prise en main qui est assez différente d'Universal Analytics. On est sur un vrai changement de système. Donc, prenez le temps de continuer à faire vos analyses sur Universal Analytics, mais maintenant, essayez d'avoir le réflexe de consulter vos data via GA4 à partir du moment où vous l'avez mis en place. Il faut vraiment être opérationnel, encore une fois, au 1er juillet et pas se réveiller le 20 juin et se dire en fait comment ça fonctionne, quoi. Ça risque d'être un peu compliqué. C'est clair. Et top. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci aux 163 personnes qui sont encore là et qui ont le ventre qui gargouille mais qui patientent. Et puis merci à toi, Martin, pour tous ces éléments. Merci à vous. Franchement, très content d'avoir vu autant de mobilisation autour de ce webinaire. J'espère avoir été le plus clair possible. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire parvenir vos axes d'amélioration. Et puis avec Elder, on vous répond sur toutes les questions qu'on n'a malheureusement pas pu prendre. Et il y aura un replay aussi. Exactement, j'allais y venir. Si vous avez raté le début, il y aura un replay qui vous sera envoyé. Et si vous avez des questions que vous n'avez pas posées dans le chat, martin@digitalise.fr. Et sinon, il y a le formulaire de l'agence WAM, donc agence-wam.fr. Vous pouvez poser vos questions dessus, on sera un plaisir d'y répondre. Et de toute façon, on sélectionne vos questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans ce chat, qu'on vous enverra d'ici la semaine prochaine. Donc, merci à tous. Bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup. Bon après-midi et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne journée. Merci à tous.